cas, merci à tous d'avoir fait le déplacement pour cet événement. Donc, je passerai la parole ensuite à Francis qui vous expliquera un petit peu le pourquoi de la chose et le report qui a eu lieu donc, il y a 30 ans. Je remercie tous les amis du club Double Rêve qui m'ont donné un coup de main pour préparer tout ça, ainsi que Michel des Crocailloux. D'ailleurs, je vais dire quelques mots. Et je voulais remercier à vous tous d'être là. Pour nous, c'est super en tant qu'association de camarades en fait d'organiser une soirée comme ça avec autant de monde et des personnes qui viennent de loin aussi. Je voulais remercier aussi bien sûr Francis Le Guen de nous faire partager sa passion et d'être venu spécialement pour nous ce soir. Et la commission audiovisuelle bien sûr, du comité départemental de spéléologie du Vaucluse. Daniel, si tu veux dire un petit mot. D'abord, je dois remercier le club des Croque-Cailloux pour récidiver encore dans les soirées audiovisuelles. En tant que responsable de la commission audiovisuelle, je ne peux que m'en réjouir. Vu le monde et la palette de personnalités, je pense que ça va être extra. Je vais profiter de la présence de Anne pour lui remettre un petit truc. Il y a des initiés qui comprendront. Alors Francis, on a un petit message qui vient de Paris. On va te le diffuser. Mon très cher frère, bonsoir, un bonsoir musical par notre compositeur fétiche Maurice Ravel. Il s'agissait de quelques notes du poème symphonique Daphnis et Chloé, et un bonsoir distant car mon métier de transmetteur des passions ne me permet pas d'être là ce soir. Et le mot passion est important puisque c'est ce que nous avons, toi et moi, partagé pendant tant d'années. Et si le record du monde australien, qui est l'objet de la soirée, est une chose, c'est un point dans le temps, mais le parcours qui a permis d'y arriver est lui un long ruban. Nous avons grandi ensemble, nous avons grandi sous l'eau, tu as bâti cette extraordinaire expédition australienne en tant que leader et moi en tant que second. Et il a fallu à bien des reprises se dire que si nous ne courions pas après le record du monde, il était inéluctable que de toute façon nous allions le faire. Voilà, je tenais à te dire merci. Je tenais à te dire bravo, je tenais à me dire merci et à me dire bravo aussi pour ce chemin si particulier et cette expédition extraordinaire que tu as su mettre sur pied et qui, à coup sûr, a modifié d'une manière irrémédiable le parcours de nos vies et qui, peut-être, a influencé le parcours d'autres personnes. Voilà, mon très cher frère, je tenais absolument à te saluer en ce soir où je regrette de ne pas être là et de le faire d'une petite manière musicale, tu l'auras deviné. Bonsoir. Alors on doit cette soirée à Marc qui, au détour d'un verre, je crois, parce que, pour paraphraser Antoine Blondin, Marc il a un talent, c'est celui des verres de contact, qui sait rapprocher des gens qui a priori n'ont pas de point commun. Alors c'est un grand timide, mais il m'a dit, voilà, j'ai appris que tu avais vu un film, j'ai dit, oh, il y a 30 ans. Et puis il a su me persuader non seulement de récupérer le film, de se débrouiller avec Thomas Nicole pour le numériser, puis d'organiser cette soirée. Alors je me suis laissé convaincre. Sachez que je ne suis pas un homme du passé, moi je ne regarde pas le passé. Enfin, ceux qui lisent mon blog savent que le temps n'existe pas, donc de toute façon ce n'est pas un problème. Enfin j'essaie de vivre le présent et puis de voir l'avenir, de voir tout ce qu'il y a encore à faire. Mais il a réussi à me convaincre que ça pourrait intéresser du monde et vous en êtes la preuve vivante ce soir. Encore une fois, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai choisi juste de vous parler d'authenticité. J'ai choisi de ne pas commencer ma carrière en racontant des histoires. Et il faut croire que ça m'a réussi puisque j'ai continué comme ça et je peux vous garantir que dans tout ce que vous avez pu voir de nos productions, nous n'avons jamais bidonné. Et pourquoi je dis authenticité? Parce qu'on est ici dans un parterre d'hommes et de femmes que je considère comme authentiques. Parce que pour faire de la spéléo, pour faire de la plongée, il n'y a pas trop de place pour le bidonnage. Quand j'ai fait les premières plongées profondes, à l'époque où, hélas, la technologie du Trimix n'était pas accessible, et j'ai donc flirté avec les 3 chiffres.
Et quand j'ai plongé, par exemple, à la Fontaine des Chartreux, je suis descendu dans ce puits qui était connu jusqu'à moins 74, j'ai raccordé mon fil et j'ai fait une descente merveilleuse dans une eau un peu laiteuse, avec des paysages qui ressemblent d'ailleurs au fractal que je crée aujourd'hui. Et puis j'ai vécu mon rêve, j'ai touché le fond, j'ai mis mes palmes comme ça et je me suis agenouillé. J'ai regardé mon profondimètre, qui était un profondimètre vintage, il y a 30 ans. J'ai lu 99 mètres, j'ai dit bon, on s'arrête là, j'ai attaché mon fil et j'ai commencé ma remontée. Et puis à l'époque on utilisait les tables de décompression de l'US Navy, et là j'ai quand même regardé les chiffres et je me suis dit ça ne va pas le faire, parce que j'avais prévu beaucoup d'air mais pas assez. Donc j'ai commencé mes paliers. Et j'ai fait ce qu'on ne doit jamais faire, enfin c'est pas à vous que je vais le raconter. J'ai gardé 15 minutes d'autonomie environ et j'ai crevé la surface de 12 mètres à zéro pour crier à ma compagne de l'époque, Véronique, vite, envoie des bouteilles. Bon, elle a percuté tout de suite, je suis descendu en pression et elle m'a amené ce qu'il fallait, l'oxygène et tout pour que je termine cette interminable décompression, pour savoir des années plus tard qu'en fait ces tables de l'US Navy n'avaient jamais été testées en plongée, elles n'étaient pas faites pour ça. Enfin, tout s'est bien passé. Mais pourquoi j'ai menti? Tout simplement parce que des années plus tard, évidemment, certains d'entre vous qui sont peut-être ici et d'autres ont dépassé mon terminus et m'ont dit, tu sais, tu étais à 104 mètres de fond, et pas 99. J'avais pas vu la bonne valeur. Au Grand Goule de Tourne, où à l'époque on passait en décaplé, je sais qu'aujourd'hui il y en a qui font du camping à l'intérieur, mais enfin, à l'époque on passait en décaplé, et j'avais pu en première aller comme ça jusqu'à, encore une fois, 97 mètres, j'avais laissé un petit fil d'Ariane. Et même motif, quelques années plus tard, un Suisse m'a dit, mais tu étais à 101. Voilà. Au Grand Goule de Tourne, effectivement, au-delà donc de 97 mètres, il se trouve que le frangin que vous avez vu au début, là, qui est un pianiste et un chef d'orchestre de grand talent, était aussi un très fort plongeur. Et on avait prévu de se retrouver à moins 60, et donc effectivement, moi je remontais de ma plongée profonde, un peu sonné quand même. Et je me souviens, il me fait comme ça va pas. Et je ne comprenais pas du tout, parce que simplement il a vu son frère remonter des abysses à l'époque, avec 2 aquaflash, avec juste un petit filament orange. Parce que tout simplement, j'avais plus de piles. Bon, voilà, j'étais tombé en panne de lumière. Mais l'habitude du monde souterrain, j'étais collé à la paroi et j'arrivais quand même à voir. Simplement, lui qui arrivait plein phare, ça lui a fait tout drôle. Merci, on va maintenant regarder le film et puis je suis à votre disposition après pour parler de tout ce passé et lointain et les passions actuelles. À bientôt. Alors au téléphone, c'est le père de Francis. Francis, tu peux avancer. Voilà, vous voilà réunis. Non, on va s'arrêter là, parce que je te sens fébrile. On va arrêter des émotions fortes. Bon, je pense que là, on peut passer à la projection. On a une activité où on a la chance d'être des explorateurs à part entière, c'est-à-dire qu'on découvre des nouveaux territoires. Alors bien sûr, il y a le record à la clé, c'est effectivement la plus longue grotte noyée connue au monde, mais on a un tas de choses à côté. On a
Pour franchir les cloches d'air, ces échafaudages devront être démontés, transportés pièce par pièce le long d'éboulis obscurs et instables, puis reconstitués et revérifiés encore avant le franchissement du siphon suivant. Donc, alors oui, juste 2 mots sur le film. Comme je vous l'ai dit, c'était pas la meilleure équipe. Bon, c'est moi qui ai tourné les images sous-marines avec une caméra Rebikov 5.9, sans viseur, donc tout se fait au jugé. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était donc de la pellicule. On employait du 340 ASA poussé à pousser 2 fois, ce qui se faisait pas beaucoup. Il fallait, pour éclairer ces galeries immenses, un éclairage qu'on n'avait pas. On avait quand même 1,6 kW de lumière. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on fait des films avec une lampe de poche et une frontale sur la tête, mais enfin, à l'époque, ça représentait 6 minutes de film possible à chaque plongée, donc il fallait se cogner tout, le portage, tout ce que vous avez vu là, pendant des dizaines de fois, parce que bien sûr, il y a eu les 2 plongées de pointe, mais il y a eu une quinzaine de plongées pour réussir à ramener des images et en faire un film. Et puis, on avait ces bouteilles prototypes qui étaient bien, parce qu'elles compensaient exactement, en fait, le poids des bouteilles d'acier. Donc on le voit dans le film, on plongeait des pentablocs, dorsaux et puis pas mal de relais partout. C'était avant les recycleurs, naturellement. À un moment donné, je discutais avec les ingénieurs et tout, je dis mais le composite c'est bien, ok, mais si on tape vraiment sur les lames d'érosion, etc., est-ce qu'il n'y a pas risque de détricotage de toute la matrice? Il m'a dit, bah écoutez, c'est précisément ce qu'on voudrait savoir. Volume souterrain était important. En plus, c'est de la craie, donc perméable. Enfin, perméable. Tout est relatif. Il faut savoir que dans une des cloches, on respire de l'air qui datait de l'air tertiaire. Mais le volume était suffisant. Mais enfin, on y a pensé quand on a décidé de se reposer à même la roche, couché sur nos vêtements étanches mouillés. On s'est dit, est-ce qu'on va se réveiller, quoi, parce que des accidents sont arrivés comme ça, effectivement. Mais les volumes sont quand même très très importants. Il y a des cas, enfin vous connaissez tous, il y a des cas avec des cloches d'air viciées. Je raconte dans mon bouquin Narcos la fois où je me suis littéralement évanoui derrière 2 siphons et je ne sais pas encore ce qui fait que je me suis relevé et que j'ai pu me sortir de ce mauvais pas. Donc j'ai passé, mon frère et moi et le reste de l'équipe, j'ai passé une nuit à l'air tertiaire, quoi. C'est pour ça que je ne vieillis pas, puisque peu après, je plongeais en Floride dans la fontaine de Jouvence, et donc voilà, donc mon secret. Je veux dire, une expédition de cette ampleur, il faut savoir que c'est la première expédition internationale de plongée souterraine, on était quand même une bande de pique-nique, quoi. Dans l'équipe, il y avait 2 personnes que j'ai formées à la plongée souterraine quelques mois avant, et finalement très peu de... Mais la foi, les Australiens, il y avait une guerre entre les Français et les Australiens pour ce record du monde. Et moi, j'avais fait planer le doute très longtemps en disant, oui, mais nous, on va gagner parce que j'ai une arme secrète. Et donc, la presse s'est déchaînée là-dessus. Quelle est l'arme secrète des Français, etc. Et puis, à la fin, quand on a terminé cette expédition, je l'ai révélé à la presse, j'ai dit, l'arme secrète, c'est la foi. Tout simplement. Et voilà, on a foncé. On a gagné, mais c'était rigoureux, hein, c'était une organisation rigoureuse. Je suis pas là. Enfin, on dit souvent, vous êtes un aventurier. Non, je ne suis pas un aventurier, je suis le contraire d'un aventurier. Je m'arrange pour qu'il n'y ait pas d'aventure, justement. Vous savez, dans notre activité, c'est la psychologie qui compte le plus. La technique, beaucoup, bien sûr, mais c'est de savoir que c'est possible. Et moi, ma petite carrière, je l'ai faite comme ça. J'ai repoussé mes propres limites, et du jour au lendemain, je me suis dit, mais finalement, rien ne s'oppose à ce que j'aille à 700 mètres, à 2 km, à 3 km. Le monde avait titré ça, repousser les limites psychologiques. À partir du moment où on sait que quelqu'un l'a fait, c'est comme dans l'apnée profonde, c'est comme dans l'alpinisme, je dirais pas qu'il est plus facile, mais en tout cas, on marche déjà en terrain connu. Ce qui est difficile, c'est de s'engager soi-même, c'est facile, mais engager toute une équipe et s'arranger pour qu'il n'y ait pas de pépins et qu'on réussisse.
J'ai plongé 100 fois au même endroit, et puis un jour, j'ai la curiosité de mettre un coup de phare derrière moi à 45 degrés, et on trouve une galerie que personne n'a jamais vue, et hop, ça part. C'est ça aussi la magie de l'exploration. Donc, exploration, oui, mais je dirais l'émotion artistique aussi. C'est vrai que si aujourd'hui je fais des fractales et des tableaux, c'est en fait la même démarche. Je retrouve réellement la même excitation à explorer les mondes à plusieurs dimensions qu'à l'époque où j'allais comme ça chercher l'absolu très très loin. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, moi je vais demander à Xavier et Méniscus de me rejoindre, parce que je vous ai beaucoup parlé du Goule de Tourne, et dernièrement, ben voilà, il a fait l'actu avec des projets de folie, et on lui doit la poursuite de l'exploration. Moi je vous tire mon chapeau, hein, c'est vraiment un plongeur exceptionnel. Alors, je voulais juste 3 questions. Tu es plongeur professionnel, est-ce que ça t'a aidé pour aborder cette logistique Oui, tout à fait. Il faut dire qu'on passe beaucoup de temps dans l'eau dans mon métier, puisque c'est vrai que de passer du temps dans l'eau, de vivre dans l'eau, parce que j'y passe quasiment la moitié de ma vie. Donc c'est vrai que ça fait un entraînement qui me permet de faire ces plongées-là en toute sécurité, ouais, en toute aisance surtout. J'ai ma chronicité, j'étais nageur de haut niveau dans ma jeunesse, donc l'eau c'est mon deuxième élément. Ouais. L'eau, d'accord, en piscine, mais tu n'es pas obligé d'aller à 240 mètres. Rappelle-nous brièvement les deux gouffres là où tout ça en est, l'exploration. Donc le grand boule dont tu parlais tout à l'heure, donc on a poursuivi l'exploration il y a un mois à peu près. Et on est arrivé à moins 192. Et il y a 15 jours, on a poursuivi le boule de la tannerie, qui est juste à côté, et on est descendu à moins de 240 mètres. Voilà. Mais bon, c'est une évolution de la plongée, parce que Francis, lui, au début, il a tout inventé, mais nous, les techniques ont progressé, ont évolué, et maintenant, voilà, c'est plus ce genre de choses qu'on utilise, mais c'est des recycleurs. Alors pour revenir à tes plongées, 240 mètres, ça commence à faire quand même extrêmement creux. J'ai toujours pensé qu'il y avait le syndrome nerveux des hautes pressions. Qu'est-ce qu'il en est? Ça fait la deuxième plongée que je fais dans cette zone-là, puisque l'année dernière j'ai fait une plongée à 248 mètres à Fond-d'Estramar. Celle-là, donc, la semaine 15 jours à 240 mètres. Et j'ai ressenti aucun effet de SNHP sur ces deux plongées. Donc je pense qu'on est encore loin des limites humaines. Bon, il faut quand même garder une réserve, quand même, pas côtoyer la queue du diable, mais on est dans les profondeurs actuellement où on est à l'aise, et je pense qu'on peut envisager d'aller encore plus loin dans les prochaines expéditions. Rappelle-nous juste la durée de la plongée, la dernière. Les 240 mètres, j'ai mis 10h30, ouais, 10h30 pour faire cette plongée. Une promenade, merci. Merci encore à Marc. Moi, je voudrais une petite standing ovation pour ce garçon. Qui est capable, avec 2 coups de fil et 3 courriers, de nous faire plonger dans la zone interdite Cousteau dans les Calanques, comme la semaine dernière. Tout le monde s'en souvient, voilà, qui est capable de me faire venir ici. Qui est capable de me faire battre le cœur avec des choses pas prévues. Enfin, voilà, merci à vous tous surtout d'être venus, quelques-uns aussi. Merci encore. Passez une bonne fin de soirée. Donc voilà, profitez de l'exposition. On va